Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors, si vous êtes d'accord, comme c'est quand même la dernière présentation et on commence tous à avoir les méninges qui fument, je vais me mettre debout histoire de mettre un petit peu plus de dynamisme et pour moi aussi par ailleurs. Donc, moi, je vais vous présenter, je suis Sandrine Van Heerhoeven, je suis sage-femme de formation et sexologue. Et moi, je dirais que j'ai la grande, grande chance parce que ce travail me donne beaucoup plus que je pense que ce que j'offre finalement aux femmes. Et je travaille à C'est ma vie, qui est ce centre multidisciplinaire d'accompagnement des femmes victimes de l'excision qui existe depuis 2014. Alors, j'essaye déjà de faire passer ma dia. Voilà. Alors, donc, vous voyez, on a de liens extrêmement proches avec le GAMS, qui est vraiment toute cette première ligne et qui est cette association de terrain. Et donc, nous, on arrive déjà quelque part en deuxième ligne. Et donc, volontairement, on s'est mis dans une structure qui a fait le choix de regrouper des services qui sont très liés à la santé sexuelle ou à la planification familiale. Et donc là où je travaille, il y a une partie qui est réservée pour la prise en charge de manière aiguë des femmes, femmes, hommes, trans, tout à fait ouverts victimes de violences sexuelles en dehors de l'excision. Il y a un planning familial et il y a C'est ma vie qui a cette spécificité par rapport à la prise en charge des femmes qui ont subi l'excision. Là, vous voyez, on est une toute petite équipe. Donc, vous voyez, à gauche, c'est notre gynécologue, c'est Martin Caillet. Vous me reconnaissez, moi, je crois. Fabienne aussi. Et Françoise, notre psychologue. Alors, qui sont les patientes en fait qu'on voit à C'est ma vie? Il y a, je dirais, le premier volet, celle dont je m'occupe quand même beaucoup, ce sont les femmes qui sont en demande de reconstruction. Je mets bien le mot reconstruction entre guillemets parce que comme on disait tout à l'heure, la terminologie est extrêmement importante. Et en fait, ici, les femmes qui viennent chez nous, elles posent ce mot reconstruction et on va voir après qu'est-ce qui qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là. Il y a évidemment toutes les prises en charge de complications de l'excision, où là, il y a un volet beaucoup plus médical. Ça peut être des kystes, des abcès, des cicatrices kéloïdes, mais aussi, comme on parlait tout à l'heure, d'infibulation. Donc, il y a évidemment tout ce volet-là aussi. Et puis, il y a un autre volet qui est aussi cette expertise finalement qu'ont Fabienne et Martin par rapport à la détection, mais aussi quel type d'excision il s'agit, puisqu'il faut vraiment avoir cet œil complètement averti. C'est parfois pas si simple de le voir. Et donc, tout le monde, tout professionnel de santé n'a pas cette capacité-là. Et donc, dans le cadre de demande d'asile pour les femmes adultes, eh bien, il y a un document officiel où il y a un besoin de certificat comme quoi la femme est bien excisée. Et puis, finalement, les petites filles, jusqu'à l'obtention de la nationalité belge, en Belgique, il y a une obligation qu'elles soient vues une fois par an pour être certaines qu'elles continuent à être intactes, puisque c'est ça le système où la famille peut rester sur le territoire, c'est sous la protection aussi de cet enfant. Donc, il y a aussi un système de loi qui est fait pour bien protéger les petites filles jusqu'à l'obtention de leur nationalité belge. Ça représente quoi en chiffres? Bon, là, on a nos chiffres ici, ça représente plus de 5500 consultations. Comme on est multidisciplinaire, ça représente 2200 patientes, puisque chaque patiente peut avoir plusieurs consultations différentes. Dans notre réalité, c'est 45. Alors, reconstruction, j'aurais pu remettre les guillemets. Donc, vous voyez que sur cette masse de personnes, on fait finalement très peu de reconstruction, mais on va expliquer que nous, on parle plutôt de réexposition et 125 chirurgies, surtout dans les complications. Oula, je m'emballe, c'est normal. Alors, simplement ici, je vais aller vite. L'âge moyen, vous voyez que comme on a des consultations de petites filles, simplement pour des certificats de non-excision, il y a des très bas âges. Et puis, notre patiente la plus âgée, comme quoi il n'y a pas d'âge quand on veut reprendre pouvoir sur son corps. Notre patiente la plus âgée avait 54 ans et dans son parcours, elle a bénéficié de la réexposition de son clitoris. Alors, moi, je ne vois pas très bien.
Voilà, donc d'où viennent nos patientes? Ben, c'est un petit peu exactement la même réalité qu'il y a au GAMS, hein. Donc, il y a la réalité du courant migratoire fait qu'on a une grande majorité de Guinéennes, puis les Somaliennes, et puis le reste est un petit peu mixé par rapport au Sénégal, au Burkina Faso. Et là, on voit des chiffres de 2021, mais très honnêtement, ça se calque d'année en année depuis que C'est ma vie existe. Ça, j'ai déjà fait. Je m'emballe, ça ne va pas du tout, ce système. Mais j'ai essayé tout à l'heure et mes flèches ne répondent pas. Mais non, les flèches ne répondent pas. Enfin, pour moi, mais j'ai toujours des petits couacs, hein. Mes collègues voilà, se réalisent que j'ai toujours des petites histoires que personne d'autre n'a. Mais ce n'est pas très grave, ça fait partie de mon charme. Donc, les types d'excision, la réalité de patientes qui ont subi l'excision, eh bien, la réalité, c'est que c'est le type 2 qui est vraiment la majorité. Puis, on voit le type 3, hein, qui est l'infibulation, et puis 13%. Et de nouveau, ces tableaux représentent la réalité de ce qu'on vit depuis le début de notre expérience à C'est ma vie. Alors, ça, extrêmement intéressant, c'est que au niveau de quoi souffrent ces patientes, et là, au médical, on peut voir que ce qu'elles ramènent et ce qu'elles souffrent le plus, c'est quand même très réel. Enfin, la réalité, c'est que c'est très fortement dans la sphère de l'intime, comme vous pouvez le voir, qui va se diviser en 3 grandes catégories. Tout l'impact au niveau urinaire, mais qui est souvent quand même lié à tout ce qui est infibulation, hein. Il y a la partie qui est tout ce qui est douleur, et je ne parle même pas au niveau sexuel, hein, de la douleur pendant les règles, qui est vraiment extrêmement fréquent des femmes qui ont subi l'excision, de la douleur au niveau des vulves, de la vulve en général, juste parfois des touchés. Il y a aussi, par rapport on parlait de pratiques habituelles, où il y a aussi ce sexe féminin qui est quand même toujours une région extrêmement sale. Et pourtant, une des justifications de l'excision, c'est pour le rendre plus propre, parce qu'un sexe qui n'a pas été excisé, c'est un sexe sale. Mais on voit qu'il y a un continuum de ce côté, de cette croyance d'un sexe sale, parce que les communautés les femmes qui viennent de communautés où on pratique l'excision, il y a un rapport à l'hygiène qui est extrêmement intense, qui va modifier justement cette flore vaginale et vulvaire, et qui va donner beaucoup plus d'infections, de vaginose, de mycoses au niveau vulvaire, et aussi parfois des infections urinaires à répétition, parce qu'à force de se laver trop, on va modifier le pH, on va modifier la flore, et qui va ouvrir beaucoup plus la possibilité à des problématiques de, comme je disais, vaginose ou mycose. Et puis, il y a toute la réalité de la sexualité, où en effet, il y a énormément de douleurs qui est présente, des douleurs à la pénétration, avec une fréquence de sécheresse vaginale. À moi de tirer le fil de cette énorme pelote de laine dans mon travail, évidemment, de savoir cette sécheresse vaginale, est-ce que c'est lié à l'excision ou c'est lié à la dynamique sexuelle qu'il y a dans le couple. Donc, la difficulté d'atteindre l'orgasme ou de ne pas en avoir du tout. Donc, on voit que là, vraiment, la réalité tourne beaucoup dans leur symptomatique au niveau de la sphère intime. Il y a eu, comment fonctionne très pratiquement C'est ma vie, il y a un trajet de soins qui a été justement bien réfléchi, avec le plaidoyer au niveau politique de comment on a créé C'est ma vie. Et là, on voit que GAMS, Fabienne, a vraiment été, quand on parlait de cette investigation, de cette investigation, et de pouvoir aller défendre ce qui est le plus pertinent des gens qui ont l'habitude, des femmes qui ont subi l'excision, qu'est-ce qu'on peut leur offrir sur le terrain au niveau de ce trajet de soins. Il y a une obligation pour ces femmes qui viennent chez nous de rencontrer la sage-femme spécialisée Fabienne, le gynéco, la sexologue et la psychologue. Ensuite, en dehors des certificats, chaque personne qui vient avec une demande, soit de reconstruction, soit de difficulté en ne sachant pas très bien quoi, on va la rediscuter une fois par mois en équipe. L'idée, c'est de ne pas discuter pour savoir qu'est-ce qu'on autorise ou n'autorise pas, bien entendu. C'est plutôt, tiens, avec notre expertise et notre expérience, qu'est-ce qu'on peut lui offrir qui serait avec notre regard le plus adéquat, et on offre ça à la personne. Et à nouveau, c'est à elle de décider, c'est à elle de nous dire, moi, ça ne me convient pas, moi, ça me convient, de pouvoir discuter.
Je dirais qu'en général, ça se passe bien parce qu'on le fait dans quelque chose de très respectueux, mais on le fait de nouveau en offrant, voilà, nous, ce qu'on vous offre, c'est ceci. Et on réalise ensuite donc tout ça dans la gratuité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que pratico-pratique, il va y avoir très souvent un accompagnement psy et ou sexo en fonction de la réalité du besoin de la personne. Et puis, il y a accompagnement et ou sexo. Et puis, finalement, cette chirurgie de reconstruction que nous, maintenant, de plus en plus, on essaye de modifier en faisant réexposition. Tout ça, de nouveau, dans la gratuité. Et comme vous avez vu le faible chiffre de reconstruction quelque part, en fait, quand les femmes viennent, elles demandent une reconstruction en pensant ce mode chirurgical, mais dans l'accompagnement, on, on répond on répond à leurs besoins. Ce n'est pas nous qui répondons à leurs besoins. On les amène dans une dynamique où elles sont complètement actrices et elles ne vont plus jusqu'à la chirurgie parce que ce qu'elles ont mis sur pied, leur chemin qu'elles ont parcouru, il y a une réponse finalement à leur souffrance et elles ne voient plus l'intérêt de passer à cette chirurgie. Alors, la première consultation, c'est Fabienne, qui est le sas de décompression, donc où il y a en effet cette première approche d'écoute, où c'est de l'écoute empathique, de l'écoute dans le respect, où il y a un espace de parole qui leur est offert. C'est une dynamique de confiance. Et comme ça, moi, je trouvais que Fabienne avait l'air très sérieuse là, mais très honnêtement, en consultation. Alors, le rire, je vous promets que ça, c'est vraiment le meilleur médicament de toute origine, de toute communauté, de toute religion confondue. Donc, quand Fabienne, autant que les histoires peuvent être extrêmement lourdes, mais tout peut se modifier dans le rire et dans l'humour. Et alors, dans tout le 320, il y a le rire de Fabienne qui explose à travers tous les murs et donc tout le monde est déjà occupé à rire rien qu'à l'entendre. Donc, c'est aussi évidemment un examen clinique pour savoir quel type d'excision elle a parce que beaucoup de femmes se doutent ou savent, certaines ne savent pas qu'elles sont excisées, mais elles ne savent pas du tout quel type. Elles ne savaient pas qu'il y avait plusieurs types. Donc, il y a aussi déjà un aspect de transmission de savoir à ces femmes pour qu'elles puissent se réapproprier qu'est-ce qu'elles ont exactement elles-mêmes. Et donc, il y a plein d'utilisations d'outils. Il y en a certains qui sont là, hein, des cartes, les clitoris 3D. Il y a les super outils de Magali qui se sont rajoutés. Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette. Ouais! Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, par rapport à cet examen clinique, il y a aussi le gynécologue si jamais il y a un doute, donc parce que parfois c'est pas si évident, quand il y a un cas qui peut être un petit peu plus complexe, c'est pas la patiente qui bouge, c'est pas la patiente qui doit se réhabiller, se redéshabiller, se remettre, c'est le gynécologue qu'on va chercher et qui vient au service et qui vient là où est la patiente. Donc pour les cas très compliqués et pas les enfants non plus. Ah ouais. Voilà, donc ici, après, les patientes vont voir le médecin pour voir toute cette partie médicale. Est-ce qu'il y a une complication de l'excision? Est-ce qu'il y a une demande, en effet, pour les femmes, elles vont exprimer une demande de reconstruction. Est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'il y a des cas où c'est vraiment pas possible au niveau chirurgical. Quels sont les risques? Parce que cette chirurgie comporte, comme toute chirurgie, n'importe quel risque, mais c'est aussi par rapport à cette réexposition du clitoris, il peut y avoir des effets décevants avec finalement des rétractions qui peuvent se faire. Il peut y avoir aussi pour certaines femmes où il y a un petit peu de sensibilité au niveau du corps clitorien ou de la petite bosse qui peut rester au niveau clitorien, au niveau de la vulve. La chirurgie peut faire que la sensibilité disparaît complètement. Donc, il faut quand même être bien conscient aussi. Donc, il y a vraiment aussi cette discussion de réalité que de la chirurgie qui peut ne pas répondre à tout ce qu'elle souhaite. Nous avons aussi évidemment le passage, la consultation avec la psychologue. On essaye, nous maintenant, c'est assez récent, ça fait plusieurs mois, où on essaye de les voir, la psychologue et moi, ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant.
deux raisons à cela. C'est que comme ça, les femmes ne doivent pas répéter pour la énième fois certaines questions qu'on pourrait avoir en commun. Et je pense que dans tout leur parcours migratoire et autres, combien de fois on leur a posé les questions. Donc, on s'est dit, c'est bon, on va peut-être éviter de lui refaire poser 2 fois les questions. Mais surtout, et aussi, c'est que certaines questions posées par la psychologue que moi, j'aurais pas eu tendance à poser, ça m'intéresse finalement la réponse qu'a donnée la patiente, ça peut m'intéresser, ça peut être pertinent pour ma prise en charge. Et idem, dans les questions que moi je vais poser, aïe, 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 dans les questions, il me reste 10 minutes, dans les questions que moi je vais poser, eh bien, ça peut donner sens aussi dans le suivi psycho. Et après, en fonction de nouveau des besoins et de la demande de la patiente, la thérapeutique peut-être va être séparée, hein, mais ce premier rendez-vous ensemble, et comme vous voyez sur le dessin, c'est aussi toujours dans un petit salon, dans le sens qu'on se retrouve tous à la même hauteur. Chez nous, les blouses blanches n'existent pas. Donc, on est presque occupé à discuter entre 3 nanas. Je dirais qu'il manque le thé, qu'il manque un petit peu des petits biscuits, mais on n'est pas loin de ça. Et c'est en fait l'idée que tout le monde se trouve extrêmement à l'aise. Ça y est, la sexologue enfin, vous imaginez, il me reste 10 minutes, comment je vais faire? Donc, sur finalement les 8 années ici, ça représente 580 consultations de sexo. Et je dirais que la ligne conductrice, c'est que chaque femme a les compétences, a les qualités, a toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir être bien dans sa sexualité, quelle que soit son histoire. Il y a faisons-nous confiance, il y a des acquisitions à faire et c'est parti, mon kiki, comme je dirais. Mon kiki, ma kiki. Quand j'ai commencé, il y a 9 ans, à C'est ma vie, il n'y avait aucun guideline, aucun article scientifique qui disait comment prendre en charge la sexualité des femmes qui ont subi l'excision. OK, so what, je fais comment? Il faut quand même avoir une ligne conductrice. On ne peut pas juste arriver, je pense qu'il y a un travail quand même qui est dans le respect des personnes, il faut se dire, OK, qu'est-ce que je mets comme priorité puisque je peux me retourner sur rien. Première chose, pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'à un moment donné, c'est de redonner les droits humains à ces personnes qui ont été complètement violées et auxquelles elles n'avaient pas accès. Donc, quels sont les droits humains que moi j'ai décidé de reprendre au maximum et qui sont aussi dans les objectifs de développement durable de l'UNESCO pour 2030? C'est cet accès à la santé, donc, dont la santé sexuelle fait complètement partie, l'accès à l'éducation, dont l'éducation à la vie affective et sexuelle fait complètement partie, l'égalité de genre, on a vu que dans le système communautaire, il y a vraiment une pression de patriarcale où la femme, elle est objet. Donc, on va dans ce sens d'égalité-là, mais aussi de réduire les inégalités, pour moi, entre les femmes qui ont subi l'excision et celles qui n'ont pas subi celles qui ont subi l'excision et celles qui n'ont pas subi l'excision. C'est aussi mon travail de ce que j'estime pour moi. Ça, juste un petit rappel, c'est aussi de se dire, mais il faut de nouveau bien s'entendre sur quoi on va travailler et pas juste des perceptions ou des croyances. Il y a des définitions qui, là, sont reprises de manière scientifique ou par des guidelines internationaux. Donc, on parle de quoi? C'est quoi la sexualité? La sexualité, ce n'est pas juste un enchevêtrement de corps. C'est très clairement, la sexualité doit être reprise dans un cadre personnel, physique, psychologique, biologique, anatomique, mais aussi, bien entendu, dans un cadre sociétal, communautaire, politique. C'est quoi la santé sexuelle? La santé sexuelle, dans l'idéal, c'est de reprendre, je la trouve quand même très intéressante, c'est quand même un idéal, mais c'est très intéressant de se dire, dans la définition de l'OMS, il y a le mot plaisir. Waouh! Ce que souvent elles viennent chercher finalement. Moi, je n'ai pas à avoir de la douleur, je voudrais avoir du plaisir. Et évidemment, de pouvoir les libérer de quoi elles ont été enfermées dans tout leur être de femmes, de personnes et d'humains, de les libérer de cette coercition, discrimination ou violence, qui est le principe même de l'excision. Et puis, c'est de travailler donc avec la sexologie qui est au cœur de tout ça. Et attention de ne pas vouloir imposer cette vision occidentale. Je pense qu'il faut toujours être dans la réalité de quelles sont ses références, quels sont leurs principes aussi, parfois d'une certaine moralité. Donc, il faut quand même aussi ne pas arriver avec tous les principes de libération absolue. Je pense qu'il faut toujours se mettre, nous, en accord de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle veut, et pas nous arriver avec nos gros sabots.
On disait, c'est quoi le mot reconstruction? C'est extrêmement important de prendre un temps avec elle, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez quand vous venez à C'est ma vie? Pour vous, c'est quoi la reconstruction quand vous venez demander une reconstruction du clitoris? Bien prendre le temps de savoir ce qu'elle souhaite, ses envies, pardon, ses besoins, ses croyances, ses attentes derrière ce mot de reconstruction. C'est extrêmement, vraiment intéressant. Il y a aussi beaucoup, on entend, je voudrais être une vraie femme. Je voudrais être une femme. Je voudrais être comme toutes les autres femmes. C'est quoi être femme? Et donc, il va y avoir aussi dans mon approche quelque chose d'échange qui essaye qu'on réfléchisse toutes les deux à une vision éclairée des définitions, des terminologies qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qui dit ce que doit être une femme ou pas? Donc, c'est vraiment important de prendre son temps pour ça et puis de faire la différence dans la demande de reconstruction qu'elle demande. Ben, c'est quoi? C'est une chirurgie miracle. Beaucoup de femmes pensent que je veux me reconstruisez-moi le clitoris parce que du coup, je vais avoir du désir, mais à fond les manettes, je vais avoir du plaisir au claquement de doigts. Donc, du coup, j'aurai plus de problèmes dans mon couple. Il n'y aura plus de tension parce que du coup, ça va être vraiment magnifique. Elles s'imaginent que cette reconstruction a un effet miraculeux sur toute leur vie intime, mais aussi sur le restant de leur vie. Du coup, je ne vais plus avoir de problème dans ma vie. Il y a aussi, je voudrais avoir la sexualité comme les femmes non excisées, avec la croyance que les femmes non excisées ont une sexualité mais extraordinaire. Et donc ça, je leur dis, mais vous savez, j'ai la casquette de sexo de femmes non excisées, excisées. Vous savez, je prends en charge des femmes non excisées, elles viennent aussi parce qu'elles n'ont pas de désir, parce qu'elles n'ont pas de plaisir, parce qu'elles n'ont pas d'orgasme. 5 minutes. Et donc, c'est aussi important de leur renvoyer ça. L'anatomie, évidemment, c'est de le réapproprier dans leur propre corps, parce que si on leur montre, j'ai pris le modèle XXL parce que tout le monde le voit, de montrer les clitos en 3D, c'est bien, elles ont une intégration, mais il faut pouvoir le remettre dans la réalité de leur schéma corporel, parce que de leur montrer juste ça, oui, mais c'est où? C'est quoi? Donc, je vais prendre des simples feuilles, mon clito qui a changé ma dia. Je vais prendre des simples feuilles blanches et donc je veux aussi que ce soit au démarrage de ce qu'elle sait ou de ce qu'elle croit ou de ce qu'elle s'imagine elle. Ça me semble être essentiel de démarrer avec de son départ à elle. Je reproche au schéma anatomique que vous imposez une image, qui est d'abord rarement la réalité vu la diversité, mais c'est comme moi, je connais rien au moteur de voiture. Si on me met un moteur de voiture sur un plan en me disant, tu sais, ça, c'est ça, c'est ça, moi, je comprends rien. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, moi, ce que je comprends, c'est-à-dire, je ne sais pas trop, je démarre et on construit à deux et on replace le clitoris dans la réalité de son anatomie pour prendre le temps de le mettre dans son schéma corporel à elle, en montrant c'est quoi la partie qui a été ôtée. Vous voyez, avec les petits traits. Bang. La dynamique sexuelle, ce n'est pas uniquement au niveau génital. Donc, c'est aussi de revoir la réalité sociétale, politique, communautaire, les croyances, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que la communauté dit, oh, mais ici, qu'est-ce qu'on dit en Occident, etc., etc. On va travailler cette dynamique aussi de réappropriation du corps, mais qu'il n'y a pas que la partie génitale pour avoir du plaisir et de l'excitation, c'est de voir chaque cellule corporelle comme une capacité, une ode à pouvoir développer quelque chose de sensuel et d'érotique. Quelle est la relation avec le partenaire? Que le génital, il n'y a pas que le clitoris. On dessine et on voit avec la femme finalement comme une carte au trésor. Que rien que le génital est déjà une carte au trésor où on peut aller s'amuser à développer des sensations, à les trouver et chercher, stimuler. Clarifier les mythes, j'en ai parlé, cette croyance que les femmes, le clitoris externe, il suffit de pousser et bang! Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le côté aussi, cette objectivation sexuelle de la femme et que l'homme, il sait tout dans le sexe. Donc, on doit suivre le rythme, on doit suivre ce qu'il veut, on doit suivre comment il fonctionne. Il est en érection, c'est qu'on doit être prête. Donc, il y a aussi, en effet, cette déconstruction par rapport à quelle est la place de l'homme et de la femme, en tout cas, dans, évidemment, les dynamiques de couple hétérosexuels. Donc, quelle est la place de ce partenaire? Je développe beaucoup avec elle l'apprentissage seul avec leur propre corps, donc cette sexualité avec elle-même, ce qui est aussi difficile parce que ça ne se fait pas.
Et aussi dans le partage, finalement, quelle est la qualité avec de couple avec le partenaire, là, ses partenaires, dans le passé, dans le présent, est-ce qu'il y a de la violence ou pas? Elle me dit souvent, on entend qu'il y a une violence conjugale. Elle me dit, je ne comprends pas, je n'ai pas de désir. Je dis, mais vous savez, je dis, on ne sait pas dissocier. C'est qu'à un moment donné, si vous avez quelqu'un qui est extrêmement violent avec vous, c'est difficile après de pouvoir vraiment pleinement s'épanouir dans son intimité. Donc, à voir si le partenaire peut être un allié ou au contraire, c'est finalement quelqu'un de toxique dans sa vie intime. Et ça, c'est aussi de la discussion, de l'échange et de la prise de conscience, parce que mon objectif, c'est de développer aussi une, une vision libre et éclairée sur son intimité. Alors, par rapport à, on va pouvoir lancer le petit film parce qu'on a aussi créé dans le même principe des petits films que vous avez vus, la chirurgie de réexposition qui est finalement la réelle terminologie puisque on ne reconstruit rien, on va prendre une partie de ce clitoris interne qu'on va aller décoller de l'os du pubis et qu'on va aller ressortir. Donc, clairement, on ne reconstruit rien du tout. On peut lancer la petite vidéo. Alimatou et Selma ne sont pas nées sur le même continent. Et pourtant, elles ont un point commun. On les a excisées. Un jour, Alimatou a vu un reportage sur la reconstruction du clitoris. Et après en avoir parlé à Selma, elles ont décidé de prendre un premier rendez-vous dans un centre médical dédié aux femmes excisées. Mais c'est quoi la reconstruction du clitoris? L'opération ne se fait jamais seule. Il y a toujours des consultations avant et après avec l'équipe multidisciplinaire. Sage-femme, gynécologue, psychologue et sexologue qui accompagnent les patientes pendant plusieurs mois. L'opération consiste à réexposer la partie du clitoris qui est enfouie sous la cicatrice à l'extérieur de la vulve. La position, la forme, la couleur ne seront pas comme avant. Mais avec l'accompagnement et le soutien psychologique et sexologique, la majorité des femmes se sentent mieux. Alimatou et Selma sont venues ensemble, mais chacune est reçue séparément pour respecter le secret médical. Lors de la première consultation avec la sage-femme, chacune a pu partager son vécu de femme excisée et discuter des attentes par rapport à l'opération. Ensuite, la gynécologue a fait un examen clinique et a répondu à toutes leurs questions sur la chirurgie réparatrice. Plus tard, elles ont chacune consulté une psychologue pour parler en toute sécurité de leur excision et de tout ce qui a pu être difficile dans leur vie. Selma a pu se confier sur ce qu'elle a subi lors de son mariage forcé à 16 ans. Pendant la séance, elles se sont senties écoutées et respectées. Elles en sont sorties apaisées et soulagées. Elles ont aussi été reçues par une sexologue pour discuter de leurs expériences passées et de leurs attentes. Avant cette rencontre, Selma avait l'impression qu'elle ne pourrait jamais ressentir du plaisir. Et Alimatou avait la sensation d'un vide depuis son excision. Les échanges se sont faits sans tabou et elles ont pu bénéficier de toutes les explications et conseils qu'elles attendaient. Après 3 mois de parcours, Alimatou a demandé l'opération. Elle veut qu'on lui rende ce qu'on lui a coupé quand elle était enfant. Accompagnée de Selma, elle est entrée le matin à l'hôpital et est ressortie le soir même. La douleur après l'opération lui rappelle son excision. Mais cette fois-ci, c'est elle qui a décidé. Aujourd'hui, Alimatou est heureuse. Elle s'est réconciliée avec son corps. La chirurgie n'est pas la solution miracle. Et la reconstruction est aussi psychologique et sexologique.
Selma a suivi plusieurs séances avec la psychologue qui l'ont aidée à reprendre confiance en elle. Avec la sexologue, Selma a appris à connaître son corps. Elle sait maintenant ce qui lui donne du plaisir. L'opération n'est plus au programme. Vous êtes unique et votre accompagnement l'est aussi. Comme Alimatou et Selma, osez franchir la porte des centres multidisciplinaires pour vous informer. C'est votre corps, votre santé, votre vie, votre choix. Voilà, Magali, 5 minutes, je te promets. On est venu de trop loin. On doit parler. Non, ça marche pas. C'est fini, c'est presque fini. Alors, simplement aussi que finalement, ce travail à C'est ma vie qu'on a démarré en 2014, c'est chouette. On a une belle reconnaissance au niveau de l'OMS parce que finalement, quand une des envoyés de l'OMS a fait plein de services de soins et quand on s'est croisés, on a commencé dans notre humour, dans les dessins, parce que je danse aussi avec les patientes, enfin bon, soit. Donc, on fait quand même pas mal de choses assez chouettes pour aller aussi dans leurs univers, dans leurs compétences, parce que c'est ça qui est extrêmement important. Et on peut très honnêtement dire que le déhanché est en général vachement plus intéressant dans l'Afrique qu'en Occident. Donc, on va bouger ça aussi parce que le bassin dans la sexualité, c'est quand même un plus. Donc, finalement, on nous a demandé de participer à faire ce premier livre d'accompagnement clinique des femmes qui ont subi l'excision avec un gros chapitre sur la santé sexuelle. Peut-être juste une aparté de quoi moi je suis, bon, il y avait un côté de quoi moi je ne suis pas le plus fière, mais ce qui me remplit le plus, c'est de pouvoir accompagner ces femmes au niveau de leur santé sexuelle. C'est un vrai chemin d'émancipation des femmes de manière au-delà de leur sexualité, parce que finalement, savoir dire non, savoir se connaître, savoir ce qu'on veut, dépasse le champ de la sexualité. Ça, c'est de un. Et puis, au fur et à mesure des séances, quand je les revois revenir avec les petits yeux qui pétillent et qui disent « Ah ouais, là, j'ai senti des choses, c'était super. » Et donc là, je me dis ah, « Yes !» Donc, de ça, je suis très, très, très heureuse. Et ici, puisque finalement, une conclusion d'une de nos patientes est beaucoup plus intéressante que tout ce que je peux vous dire, je vous laisse avec le témoignage de Sally. Voilà, c'est la clôture. Je m'appelle Ouedraogo Salmata, je viens du Burkina. Je suis là, ça fait 4 ans. Et maintenant, Halimatu je suis iyo en Salma formation de isku couture. qaarad kuma dhalan Et haddana ma waxay fille wadaagaan hal shay waa la guday Je m'appelle Ouedraogo Salmata, je viens du Burkina. Je suis là, ça fait 4 ans. Et maintenant, je suis en formation de couture. Et ma fille est toujours à l'école et bon, pour l'instant, ça va. C'est nous, dans la tradition, une femme non excisée, tu n'es pas, en fait, tu es comme une femme impure. J'ai été excisée à l'âge de 7 ans, mais je rappelle de ça comme si c'était hier. Donc, je me suis dit que plus on avance quand même, plus les gens devraient comprendre que cette pratique, en fait, on devrait quand même la tenir maintenant parce que c'est quelque chose, je vois que ça nous donne plus du mal que du bien. Mais ça continue. Quand on est une femme excisée, on a peur et on est perdu, on ne sait pas à quelle personne même parler, même si tu as des problèmes. Et j'ai pris conscience de cette pratique qui m'avait vraiment bloquée mentalement, bloquée toute ma vie, parce que j'avais peur vraiment d'en parler, parce que pour nous, c'est la religion ou c'est la tradition. Tu ne dois pas discuter, tu ne dois pas savoir pourquoi on le fait, mais
on doit le faire. Bon, c'est ma vie, je connais à travers une sœur et une amie qui l'a conseillé d'aller les voir parce qu'elle bon, elle a été victime aussi de l'excision et tout. Et elle m'a dit, tu connais pas C'est ma vie? J'ai dit non, je n'ai jamais entendu parler de C'est ma vie. J'ai dit, c'est où? Et elle m'a dit, c'est à Saint-Pierre, mais c'est une autre en fait, structure, mais qui est dans la boîte de Saint-Pierre. Et j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas essayer? Et effectivement, on a été reçus par le docteur. Après, j'ai pris d'autres rendez-vous pour voir la sexologue, la psychologue, et puis je continuais, j'ai fait le parcours moi-même. Quand j'ai rencontré la sexologue pour la première fois, j'étais quand même un peu réticente et puis elle a dit non. En fait, je vois que vous avez beaucoup de choses. Si vous êtes là, c'est que vous voulez comprendre. Et ne soyez pas vraiment gênés parce que c'est un truc, c'est confidentiel. Donc, vous pouvez nous expliquer vraiment votre désir, ce que vous voudrez vraiment. Et là, je me suis dit, oh, tiens, OK, parce qu'elle m'a rassurée. Elle m'a montré que, voilà, si j'ai tapé à la porte, j'ai tapé à la bonne porte. Et donc, de me sentir vraiment libre de m'exprimer. Et elle était vraiment à l'écoute. Elle m'a écoutée. Elle m'a vraiment rassurée de tout ce que je voudrais savoir sur moi-même, sur mon corps. Et je peux, ça, pour moi, en tout cas, ça a été comme une lumière qu'on a allumée et me dit, voici ce que vous devez comprendre. Donc, je me retrouve une nouvelle, en fait, Sally, qui, bon, je ne l'ai pas voulu, mais qui a été victime de ça. Et aujourd'hui, je prononce un cri de cœur vraiment pour mes soeurs et mes copines qui voudront vraiment découvrir, de franchir cette barrière de peur et d'aller taper à cette porte. Ils vont avoir cette lumière qu'on va les expliquer, les conduire, les accompagner. Pour avoir cette force, il faut vraiment aller à C'est ma vie. C'est ma porte que j'ai tapée. C'est ma vie, c'est ma porte de vie que j'ai tapée. Ouais. En dehors de l'excision, ça m'a ouvert vraiment plein de choses dans ma vie. Ouais. Et je suis contente. Oui.